Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle affaire qui nous amène à nouveau du côté des pays scandinaves et notamment de la Suède. Et vous le constaterez pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'histoire de la famille Möller, eh bien on retourne exactement au même endroit, à Arboga. Alors les deux affaires ne sont pas liées directement, mais c'est à noter que deux drames se sont déroulés à quasiment 10 ans d'écart dans la même ville. En tout cas, si jamais vous décidez de partir en vacances en Suède, évitez la ville d'Arboga. Je plaisante bien entendu, la Suède est un très beau pays, n'hésitez pas à y aller si vous avez des projets. Et juste avant qu'on ne débute, n'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez tous mes réseaux sociaux dans la description, Instagram, Twitter, TikTok, etc. si vous voulez venir parler directement avec moi. Ne nous attardons pas plus et plongeons dans notre affaire. Pour l'affaire qui nous concerne, partons du côté du nord de l'Europe, dans le comté de Västmanlands en Suède, puisque là-bas se trouve la petite ville d'Arboga, une petite cité d'approximativement 14 000 habitants, reconnue dans le pays pour son histoire, la ville existant depuis le XIIIe siècle environ. Mais au cours du mois de mars 2008, un incident des plus sombres se produira et plongera la ville entière dans une stupeur sans précédent. Un acte si maléfique qui résonnera au niveau national et secouera la Suède entière. Emma Youngestig est une jeune femme âgée de 23 ans. Elle réside dans la ville d'Alborg et elle est séparée de son ex-mari, Niklas Youngestig. Niklas ne vit pas bien la rupture et pour cause, il éprouve encore des sentiments à l'égard d'Emma et des deux enfants qu'ils ont eus tous les deux, Max âgé de 3 ans et Saga âgé d'1 an et demi. Mais la vie est ainsi faite. Et l'histoire d'amour entre Emma et Niklas est bel et bien terminée. Emma, qui est célibataire désormais, passe de plus en plus de temps à discuter en ligne avec ses amis. Il faut bien reconnaître qu'être mère célibataire avec deux enfants à charge en bas âge qui plus est, limite les possibilités de sortie et de rencontres. C'est ainsi, et grâce à Internet, qu'Emma a pu entretenir un lien avec l'un de ses amis, Torgny Hellberg. Et au fil du temps, une romance s'installe entre les deux personnes qui finissent par se fréquenter. Torgny n'a pas d'enfant, mais il est pris d'une forte affection pour ceux d'Emma, et c'est réciproque puisque ces derniers l'apprécient. Ceci est un élément qui tient à cœur à Emma, puisque sa petite fille, Saga, est malheureusement née avec un handicap. L'enfant, ne pouvant se nourrir d'aliments solides, et devant passer quotidiennement et obligatoirement afin de survivre par une sonde. Cette situation n'a pas fait fuir Torgny, qui au contraire déploie toute l'aide qu'il peut apporter pour venir en support d'Emma. Évidemment, toutes ces attentions génèrent des sentiments solides entre les deux personnes et le couple ne perd pas de temps et décide d'emménager ensemble dans la ville d'Arboga. À présent, tout semble se passer pour le mieux. Emma et Torgny profitent de leur maison, prennent soin des enfants et vivent un véritable conte de fées. Et voici que, peu de temps après l'emménagement, des événements étranges surviennent. Un soir, alors que le couple est tranquillement en train de passer sa soirée, ils entendent que l'on frappe sur les murs extérieurs de la maison. Curieux et quelque peu inquiets de ce phénomène, ils sortent pour vérifier la source du bruit, et ne trouvent rien et mettent ça sur le compte d'un animal ou bien du vent. Un autre jour, en fin de semaine, alors que les enfants passent du temps avec leur père, Niklas, Emma et Torgny en profitent pour être tranquilles toute la journée. Ils se prélassent tranquillement dans leur lit à l'étage lorsqu'ils décident de descendre finalement et ils constatent à ce moment avec stupeur que la porte d'entrée est grande ouverte. Voici un second événement survenu dans un laps de temps très court après le premier qui crée chez Emma et Torgny un sentiment d'anxiété et d'angoisse. À compter de ce jour, ils décident de s'assurer que la porte d'entrée sera toujours verrouillée, qu'il soit à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur, afin d'avoir l'esprit tranquille. Et effectivement, dès lors, il n'y aura plus d'événements suspects. En tout cas, jusqu'au 17 mars 2008. Le lundi 17 mars 2008 est une journée qui commence comme toutes les autres. Torgny, le matin, s'en va travailler. Emma, un peu plus tard dans la journée,
emmène ses deux enfants, Max et Saga, pour faire des courses. Une fois de retour à la maison, Emma prépare le déjeuner, puis tous ensemble passent à table avant que les enfants partent dans le salon et s'installent devant la télévision pour visionner des dessins animés. Emma, quant à elle, s'installe tranquillement devant l'ordinateur et comme souvent, discute en ligne avec sa sœur, lorsque soudainement, on sonne à la porte. Emma interrompt donc ce qu'elle est en train de faire et elle se dirige vers la porte d'entrée de la maison. Et lorsqu'elle l'ouvre, une personne se tient là debout. Une personne qui fera basculer l'existence d'Emma à tout jamais. Plus tard ce même jour, en début de soirée, aux alentours de 19h15, et après une harassante journée de travail, Torgny est de retour à la maison. Voici qu'il se présente devant la porte d'entrée, il l'ouvre et il est frappé d'étonnement. Il se demande ce qu'Emma est en train de mijoter. Il cogite un moment, puisqu'il voit dans le couloir des vêtements éparpillés un peu partout, et Emma qui semble se cacher derrière un grand panier. Il pense en premier lieu qu'il s'agit d'un jeu, et lorsqu'il approche d'Emma, il comprend que personne n'est en train de jouer. Les cheveux d'Emma sont complètement noirs, noircis par un sang épais qui a coulé depuis son crâne, puisqu'il est visible qu'elle a été frappée violemment à cet endroit. Les blessures apparentes sont similaires à celles qu'un objet du type d'un marteau aurait pu causer. Dans cette ambiance terrifiante, Torgny aperçoit un peu plus loin les enfants qui eux aussi sont allongés sur le sol. Ils sont également touchés à la tête et les plaies béantes semblent aussi avoir été causées par un objet contondant, laissant apparaître de graves et profondes lacérations ainsi que leur crâne recouvert de sang. Soudainement, Torgny a la tête qui tourne, il ne comprend pas ce qu'il est en train d'observer, il perd toute lucidité. Son esprit tente de trouver une explication rationnelle à la scène qu'il a sous les yeux et il pense que quelque chose est tombé sur Emma et les enfants. Emma avait parlé quelques jours auparavant de fixer définitivement un grand miroir en ajoutant des vis. Est-ce que cela aurait pu causer ce drame? Torgny le pense, le miroir serait tombé sur tous les trois. Et peu importe, à l'instant, ils sont tous en vie, ils respirent et il est temps d'appeler les urgences. Lorsque l'ambulance arrive, il découvre Torgny sur le pas de la maison, recouvert de sang. Les secouristes se précipitent à l'intérieur du domicile. Lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur et se trouvent au niveau du couloir, c'est un véritable chaos. Il y a de l'hémoglobine partout, les projections du fluide corporel se retrouve sur tout le sol. Emma est consciente, mais elle souffre énormément. Lorsque les secouristes tentent de bouger son corps, une douleur vive et atroce survient. Les ambulanciers essayent d'établir un contact verbal avec la femme qui ne répond pas. Elle ne fait que gémir, ils n'obtiennent aucune information. Max et Saga, quant à eux, sont inconscients, mais ils respirent et il faut les transporter de toute urgence à l'hôpital afin de leur apporter les premiers soins. Un cri strident déchire le silence ambiant et des agents de police accourent vers Emma. Apparemment semi-consciente, elle demande avec insistance si la maison est sécurisée. Mais les propos de la femme restent incohérents et les policiers l'envoient finalement dans l'ambulance pour être conduite à l'hôpital. Mais cet événement fait revenir sur Terre Torgny qui réalise qu'il ne s'agit pas d'un accident. Quelqu'un a bel et bien attaqué sa famille. Malgré toute cette confusion et les événements dramatiques qui viennent de se dérouler, la police ne perd pas de temps et lance immédiatement son enquête. Et le premier suspect dans cette affaire, c'est Torgny. Il a été le premier sur le lieu du crime et était recouvert de sang. Les policiers décident donc de le surveiller de près. Ils le questionnent et ils lui demandent s'il sait qui aurait pu commettre cet acte atroce. Évidemment, Torgny explique qu'il n'en a aucune idée et les policiers refusent qu'il accompagne les membres de sa famille à l'hôpital et le mettent dans une voiture pour le conduire au commissariat. Mais après quelques heures d'interrogatoire, celui-ci est non concluant pour les enquêteurs. Torgny est donc relâché et autorisé à se rendre du côté de l'hôpital pour enfin être au chevet d'Emma et ses enfants. Durant le trajet, la radio est allumée et ces événements dramatiques sont déjà parvenus aux oreilles des médias qui en parlent. Mais il semblerait qu'à la station de radio, les bonnes informations ne soient pas parvenues, puisqu'ils indiquent que Max et Saga sont décédés. Or, ils étaient en vie lorsqu'ils sont partis pour l'hôpital, et Torgny estime qu'il aurait été le premier à en être informé
au commissariat si un tel drame était survenu. Et lorsque Torgny se présente à l'hôpital, le médecin en charge des 3 patients révèle l'affreuse nouvelle. Max et Saga n'ont pas survécu à l'attaque. Quant à Emma, son pronostic vital est engagé et il n'est pas certain qu'elle survive non plus. Elle souffre d'une grave hémorragie interne suite aux nombreux et violents coups qui ont été portés sur son crâne. Elle doit subir de toute urgence une opération complexe et périlleuse. Pendant ce temps, les policiers ne perdent pas une minute. Et si Torgny a été blanchi dans cette affaire et qu'il n'est plus le suspect numéro 1, les agents ont trouvé quelqu'un d'autre. Il s'agit de l'ex-mari d'Emma, Niklas. Effectivement, celui-ci ayant mal vécu la rupture avec Emma, il pourrait avoir un mobile dans cette attaque meurtrière. Il est aussitôt arrêté et conduit au commissariat pour y être interrogé. Mais au bout de 24 heures, il sera libéré. Ce dernier présente un alibi solide et il démontre qu'il ne pouvait pas être sur les lieux au moment où s'est déroulée l'agression. Alors qu'à présent, les enquêteurs semblent se diriger tout droit vers une impasse, un tuyau va leur parvenir. Une amie d'Emma leur parle d'une certaine Christine Schurer. Quelques années auparavant, Torgny avait décidé de profiter de la vie et de voyager un maximum pour voir du pays. Simplement, en 2006, alors que le jeune homme est âgé de 26 ans, il éprouve une envie de stabilité. Il souhaite à présent fonder une famille et cesser les nombreux voyages qu'il a entrepris jusque-là. Mais juste avant, il va en faire un dernier. Voici qu'il achète un billet d'avion pour la Crète, une île qui se situe en Grèce, et il souhaite y passer une semaine entière. Pour la durée de son voyage, il prend une place dans une auberge de jeunesse, et le lendemain de sa première nuit, au petit déjeuner, il rencontre une femme, une Allemande, née en 1976 dans la ville d'Hanovre, qui s'appelle Christine Schurer. Elle aussi a une vie remplie de péripéties et de voyages. Elle est déjà partie vivre aux États-Unis dans le cadre d'un échange universitaire, elle a parcouru de nombreux pays dans l'Europe, et dernièrement, elle a travaillé à plusieurs reprises dans des auberges de jeunesse en Grèce, et notamment aussi en Crète. Et cet attrait que tous deux partagent pour les voyages et l'exploration du monde de façon générale, va créer un lien et une attirance immédiate. Torgny est conquis par la personnalité de Christine, qui est une personne calme, posée et très intelligente. Ils passeront donc ensemble l'entièreté du séjour sans se séparer. Et toute bonne chose a une fin, et le terme du voyage approche pour Torgny qui doit retourner dans son pays, la Suède. Mais il est hors de question pour le jeune homme et Christine de se perdre de vue. Ils décident donc d'entretenir leur relation à distance, en communiquant notamment par email. La petite histoire d'amour de vacances vient de franchir un cap et les deux décident de se revoir à nouveau. Ils organisent donc le déplacement de Christine depuis l'Allemagne pour se rendre en Suède quelques semaines et passer du temps avec Torgny. Finalement, malgré une relation ayant démarré de façon intense, les sentiments de Torgny à l'égard de Christine semblent s'éroder. Et au bout de quelques semaines, lorsque Christine est retournée dans son pays natal, l'Allemagne, Torgny considère que cette histoire ne pourra pas marcher et n'ira pas plus loin. C'est au même moment que les échanges en ligne avec Emma s'accentuent et que la romance débute avec elle. Torgny est totalement transparent avec Emma et il lui explique la relation qu'il a entretenue pendant quelques semaines avec Christine et que celle-ci n'irait pas plus loin. Mais Torgny n'a pas réellement rompu avec Christine, et cette dernière lui envoie des emails en lui disant qu'elle souhaite revenir en Suède. Le jeune homme souhaite mettre un terme définitif à leur relation, et il envoie donc un SMS à Christine dans lequel il précise que leur histoire est bel et bien terminée. Il espère toutefois qu'ils pourront rester en bons termes, blablabla. Nous sommes à présent en janvier 2007, et Christine n'apprécie pas la manière avec laquelle Torgny a décidé de mettre un terme à cette relation. Christine, dans un email, dit à Torgny que seules les personnes immatures se permettent de rompre à travers un SMS, et qu'elle souhaite aussi récupérer des vêtements et qu'elle va donc revenir en Suède. Cette idée déplaît au jeune homme qui indique à Christine qu'il n'a pas l'intention de la revoir. Mais cette dernière va quelque peu lui forcer la main. Effectivement, elle l'informe qu'elle va se rendre en Suède avec des amis et qu'elle souhaite à tout prix récupérer les vêtements qu'elle avait oubliés chez lui. Torgny cède et il lui dit qu'elle peut venir récupérer ses affaires, mais il souhaite uniquement qu'elle vienne pour ça et pas pour autre chose.
Christine se présente donc au domicile du jeune homme et effectivement ramasse ses affaires avant de s'en aller. Torgny est donc soulagé et il espère que cette histoire est enfin derrière lui, puis il s'en va travailler. Et le lendemain, son téléphone sonne. Torgny répond. La femme lui dit qu'elle est garée devant un château, qu'elle ne sait pas comment elle est arrivée là, et que, par ailleurs, elle a perdu son portefeuille ou que quelqu'un lui a volé. Elle semble totalement désemparée. Torgny, même si cela l'importune, décide de se rendre au lieu où elle se trouve pour l'aider. Lorsque Torgny arrive sur les lieux, il découvre la voiture de location de Christine recouverte de boue. Il s'approche alors du véhicule et il constate que la jeune femme est totalement confuse. Elle prétend ne se souvenir de rien. Sa mémoire semble totalement flancher. Le jeune homme la conduit donc chez lui, à l'abri, et elle lui révèle qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. Heureusement, elle n'est pas parvenue à ses fins. Elle contacte donc des amis qui se trouvent en Allemagne et il décide de l'aider en se cotisant pour lui payer un billet de retour. Christine passe donc la nuit sur le canapé de Torgny avant d'être conduit le lendemain à l'aéroport. Des amis du jeune homme ont rapatrié sa voiture de location et elle peut partir sereinement. Quelque temps plus tard, au moment où Emma et Torgny emménagent ensemble, Christine est de retour en Suède pour y étudier cette fois-ci. Et son parcours universitaire sera éphémère et très rapidement, elle abandonnera ses études. Elle trouve un emploi alimentaire pour subvenir à ses besoins et son comportement commence à changer. Elle se met à boire de l'alcool et à consommer des médicaments en grande quantité. En parallèle, elle continue de s'informer sur la vie de Torgny et elle apprend que lui et Emma ont emménagé ensemble. Une nouvelle véritablement dévastatrice pour la jeune femme qui prend le parti de contacter à nouveau Torgny. Christine prépare une lettre qu'elle envoie à Torgny dans laquelle se trouve une révélation choquante. Christine informe Torgny qu'il est le père d'un enfant nommé Jonas qu'elle n'a pas gardé et qu'elle a fait adopter parce qu'elle ne supportait pas d'avoir quelqu'un en face d'elle qui lui rappelle Torgny. Totalement transparent envers Emma, l'homme lui montre la lettre et cette dernière doute de la véracité des propos tenus par Christine. Mais elle précise aussi que si il y a vraiment un enfant, il faut être prêt à tout pour l'aider. Suite à cet échange avec Emma, Torgny reprend contact avec Christine et il lui demande où est-ce que l'enfant est né. Et très rapidement, il reçoit une réponse, un email, en provenance d'un certain Thomas Emmerich, qui serait le père adoptif de l'enfant, et qui lui dit de cesser de discuter avec Christine. Celle-ci serait en proie à un fort mal-être et une grave dépression en lien avec sa personne. Il demande donc à Torgny de rester loin d'elle. Le jeune homme réclame tout de même un test de paternité afin de s'assurer qu'il est bien le père biologique de cet enfant. Et ce dernier email restera sans réponse et il s'avère que Thomas Emmerich n'existe pas. L'enfant, Jonas non plus. Tout ceci est le fruit de l'imagination de Christine Führer. Lorsque la police démarre son enquête sur Christine Führer, ils font plusieurs découvertes. La première étant que le téléphone portable de la femme se trouvait bien à Arboga lorsque les meurtres ont été commis. En revanche, le lendemain, le téléphone portable ne se trouvait plus en Suède, mais en Allemagne. Avec l'aide de la police allemande, une perquisition est réalisée chez l'ami de Christine où elle avait résidé. Et il est découvert sur un ordinateur portable que Christine avait réalisé des recherches sur Emma et Torgny, et notamment leur adresse. En parallèle, la police suédoise questionne l'habitante chez qui Christine avait loué une chambre, et il lui demande si elle a remarqué quelque chose de manquant. La femme dit au policier qu'elle a constaté que sa boîte à outils était ouverte et qu'à l'intérieur, un marteau manquait. Selon les enquêteurs suédois, ces éléments sont suffisants pour extrader Christine depuis l'Allemagne et la faire revenir en Suède pour un interrogatoire. Ils n'auront d'ailleurs aucun mal à la retrouver, celle-ci s'étant rendue d'elle-même dans un commissariat à Hanovre lorsqu'elle a appris qu'elle était recherchée pour ses meurtres. À peine a-t-elle posé le pied sur le sol suédois qu'elle est conduite dans une salle d'interrogatoire. Les agents mettent immédiatement sur la table le fait qu'ils sont en capacité de prouver sa présence à Arboga le soir des meurtres et de la tentative de meurtre. Ils détaillent qu'ils ont non seulement les signaux des antennes téléphoniques sur lesquelles son téléphone portable a borné, mais aussi des images de vidéosurveillance
la montrant dans la ville d'Arboga. Christine ne remet aucunement en cause ces éléments et précise simplement qu'effectivement elle se trouvait dans la région, mais pour se promener, rien de plus. Elle n'est pas l'auteur de l'agression. Les enquêteurs sont néanmoins sceptiques sur les explications avancées par Christine. Selon eux, les images de vidéosurveillance sur lesquelles on peut apercevoir Christine ne correspondent pas au déplacement qu'elle évoque. Par ailleurs, les chaussures que prétendait porter Christine sont analysées et il est démontré que l'usure qu'elles auraient dû subir avec les différentes randonnées de la jeune femme ne correspond pas. Les souliers étant quasiment neufs, ceci appuyant le doute des agents de police. Voici que 10 jours se sont écoulés depuis qu'Emma a sombré dans un coma artificiel. Et son pronostic vital n'est plus engagé, et elle est sortie de ce coma artificiel. La femme se réveille confuse et avec aucun souvenir. Les enquêteurs demandent à la famille d'Emma de ne pas évoquer avec elle les événements de ces derniers temps. Ils souhaitent, si jamais des souvenirs devaient émerger, qu'ils ne soient pas influencés par l'extérieur. Emma se trouve donc dans une situation particulièrement difficile. Elle est seule, isolée, et personne ne communique avec elle. Au fil du temps, il paraît évident qu'aucun souvenir ne réside dans la mémoire d'Emma, et Torgny ne supporte plus la torture qui est infligée à sa petite amie et demande aux policiers de révéler l'ensemble de l'affaire. La police informe donc Emma du décès de ses 2 enfants, Max et Saga, mais ne donne aucun détail sur le motif de la mort. Ceci est une torture supplémentaire pour la femme qui pense qu'elle est responsable du décès de ses enfants. Par la suite, elle est conduite à la morgue pour voir une dernière fois sa progéniture. À cet instant, elle ne connaît toujours pas le motif du décès de Max et Saga, et elle ne comprend pas non plus pourquoi est-ce qu'il y a des bandages qui laissent apparaître seulement le visage des 2 enfants. Et puis un flash survient, des fragments de souvenirs réapparaissent chez Emma. La femme dit au policier qu'elle se remémore le moment où elle a ouvert la porte et qu'en face d'elle se tenait une femme. Une femme qui lui dira « Bonjour, je m'appelle Tin ». Dans la foulée, cet individu aurait tenté d'entrer de force dans la maison en frappant violemment Emma au visage. Après quoi, c'est le brouillard complet et elle ne sait pas ce qui est arrivé aux enfants. Grâce à ce témoignage fondamental et aux éléments récoltés auparavant, les policiers concluent que Christine Schurer est la personne qui a agressé Emma, Max et Saga. Ils inculpent donc la femme allemande et le 29 juillet 2008 se tient son procès. Jusqu'à cette date, Emma avait toujours refusé de voir des photos de Christine pour garder son souvenir intact. Mais lorsqu'elle entre dans le tribunal et qu'elle aperçoit pour la première fois la personne qui a agressé ses enfants et elle s'effondre, à tel point que le procès doit être reporté de plusieurs heures. Ceci est d'autant plus dur que Christine ne démontre aucune émotion au cours de la procédure et elle continue de clamer son innocence. Durant le procès, il est démontré qu'Emma a été frappée violemment à plus de 14 reprises au niveau du visage, avec un objet contondant qui pourrait s'apparenter à un marteau. Elle aurait donc été la première victime lorsqu'elle a ouvert la porte, puis l'agresseur se serait dirigé vers les enfants Max et Emma, tous 2 en bas âge et qui n'avaient aucun moyen de lui échapper. De nombreux coups mortels sont également portés au niveau de leur crâne, répandant ainsi une forte quantité de sang sur le lieu du crime. Pourtant, malgré la forte conviction des policiers s'agissant de la culpabilité de Christine, il y a des éléments perturbants. Aucune preuve ADN matérielle, ni même l'arme du crime ne sont retrouvées sur les lieux. Ce qui signifie qu'à aucun moment, par ce biais-là, il n'a été possible de relier directement Christine au meurtre de Max et Saga et à la tentative de meurtre d'Emma. Il y avait bien des empreintes partielles de semelles retrouvées à l'endroit du massacre, sans pour autant que les analyses puissent conclure à un lien avec les chaussures portées par Christine ce jour-là, et prouver ainsi une présence dans la maison d'Emma et Torgny ce jour. Il apparaît aussi que l'enquête n'a pas été menée dans les meilleures conditions qu'il soit, notamment au moment de l'arrivée de la police sur les lieux. L'endroit a en partie été contaminé par des agents. Sur la sonnette de la maison de Torgny et d'Emma se trouvait une empreinte, potentiellement
celle de l'auteur du crime. Mais un policier négligent a en partie effacé cette empreinte digitale qui n'est plus exploitable. Les analyses médico-légales, elles non plus, ne semblent pas avoir été poussées suffisamment, puisque sur le pantalon que portait Torgny le soir de cette agression et qui était recouvert de sang, il y avait des traces de sang d'un individu non identifié. Pourtant, cet élément ne sera pas approfondi et on ne saura jamais à qui ce sang appartenait. Il en sera de même avec des cheveux retrouvés dans la main d'Emma le soir du crime, et ces cheveux n'appartiennent ni à Emma ni à Christine. Pourtant, il n'y aura pas de recherche plus poussée. Cependant, il y a effectivement les images de vidéosurveillance démontrant la présence de Christine dans la région d'Arboga lorsque les meurtres se sont produits. Simplement, et comme l'expose Christine, il est vrai que les images de vidéosurveillance démontrent sa présence dans les parages, mais ne prouvent à aucun moment qu'elle s'est rendue à la maison d'Emma et Torgny. Par ailleurs, les témoignages récoltés par les policiers afin d'appuyer ces images de vidéosurveillance semblent relativement vagues. Certaines personnes expliquant qu'elles auraient reconnu Christine à sa démarche quelque peu avachie, un élément qui apparaît somme toute peu précis. Pire, la fiabilité de certains témoins peut être remise en cause. Une personne qui affirme avoir aperçu Christine ne la reconnaît tout simplement pas le jour de l'audience au tribunal. Et ceci est un élément capital, puisque cela permet de remettre en cause la sélection des témoins par les policiers. Ceci signifie que l'élément qui fait office de clé de voûte dans toute cette affaire est le témoignage le plus fiable également, celui d'Emma. La femme ayant été confrontée directement à l'agresseur, elle est le témoin clé dans toute cette affaire. Pourtant, comme pour les éléments précédents, des doutes subsistent. Le premier étant la capacité réelle d'Emma à se souvenir des événements après notamment avoir reçu plus de 14 coups violents sur le crâne et avoir perdu momentanément la mémoire. L'incertitude règne puisqu'Emma, lors de sa déclaration aux policiers, indiquait que son agresseur mesurait aux alentours d'1,60 m ou 1,65 m. Or, Christine Schurer mesure près d'1,83 m, un écart conséquent de plus de 20 cm. Qui plus est, toujours dans sa déclaration aux policiers, Emma affirme que lorsqu'elle a ouvert la porte, elle aurait entendu la phrase « Bonjour, je suis Tin ». Un élément perturbant, dans la mesure où ce diminutif est en réalité un surnom utilisé uniquement par Torgny, et au moment où Emma a été agressée, elle n'aurait pas dû le connaître. Cela ne signifie pas pour autant qu'Emma est en train de mentir pour faire condamner Christine, mais simplement que sa mémoire apparaît être polluée par des éléments extérieurs, rendant la fiabilité de son témoignage quasi nulle. Enfin, bien que le motif du crime soit la jalousie dans cette affaire, celle-ci ne semble jamais avoir été démontrée. Il est vrai que Christine n'avait Dieu que pour Torgny et qu'elle éprouvait une véritable passion à l'égard de sa personne, mais elle ne semblait aucunement hostile envers Emma. La femme n'a à aucun moment reproché à Emma sa relation avec Torgny, et à aucun moment non plus elle ne l'a menacée. Mais il est certain que la rupture avec Torgny a affecté mentalement Christine, qui, par 3 fois, a tenté de mettre fin à ses jours. Son comportement au cours du procès, presque impassible et sans émotion, laisse songeur, mais ne démontre en rien la culpabilité de Christine dans cet acte affreux. Malgré tous ces éléments controversés, au moment du verdict, Christine Schurer est reconnue coupable du meurtre des enfants, Max et Saga, et de la tentative de meurtre sur Emma. Une peine d'emprisonnement à vie est prononcée à son égard, ainsi que l'expulsion du territoire suédois. Christine Schurer fera appel de sa sentence, en vain, puisqu'elle sera confirmée et elle sera envoyée en Allemagne pour y purger sa peine. Le couple, Emma et Torgny, traversera une zone de turbulence émotionnelle. Ce sera véritablement une épreuve pour eux. Mais ils réussiront à surmonter cette douleur et resteront ensemble et finiront tous les deux par avoir 2 enfants. Une fin relativement positive, bien que cette affaire ait secoué littéralement toute la Suède. Alors je suis curieux d'avoir votre opinion. Selon vous, Christine est-elle coupable et aurait-elle dû être condamnée ? Ou, à l'inverse, vous estimez qu'elle est innocente ou, du moins, que la condamnation n'aurait pas dû avoir lieu. J'attends de vous lire en commentaire. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez dans la description de la vidéo, ne l'oubliez pas, mes réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.